Bon, voilà. Donc mon propos va concerner le fait d'être psychanalyste auprès d'une mère et d'un bébé dont la relation est perturbée. Ce n'est pas par hasard. Je m'explique. J'ai été pendant de nombreuses années, au moins 15 ans, psychanalyste dans un service de réanimation néonatale et de soins intensifs à Saint-Vincent-de-Paul, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. J'ai fait lors de ces années une supervision avec Françoise Dolto, parce que j'avais évidemment des cas extrêmement lourds dans ce service. Et je crois que je lui dois beaucoup sur ce plan-là, d'avoir osé en fait traiter des nourrissons. Et je pense au premier cas que je lui ai exposé, où une fois j'avais un bébé de 2 mois qui se laissait mourir en réanimation, où il n'y avait vraiment pas moyen de sortir de là. On sentait qu'il avait renoncé. Et je l'ai appelé, je lui ai demandé, je lui ai dit qu'est-ce que je fais. Elle m'a dit quittez pas, je vais chercher un fauteuil. Sa manière à elle d'être présente. Elle m'a dit il faut lui parler, il faut lui raconter son histoire, il faut lui parler. Ce que j'ai fait. À partir de là, je pense que nos relations ont été... enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris d'elle et je lui dois énormément. Alors, donc, grâce aux études de ces dernières décennies, 40-50 ans, nous savons maintenant ce qu'il en est des compétences du nouveau-né, ce qu'expriment ces troubles fonctionnels précoces dans le seul langage qui soit à sa portée, c'est-à-dire le corps, puisqu'il n'a évidemment pas la parole. Nous savons aussi que tout humain est dès la naissance et même avant, psychogénétiquement préparé à la communication. Ainsi, les premiers échanges permettent-ils à l'enfant de s'enraciner émotionnellement? Alors, je pense aux échanges de regards, aux caresses, aux contacts ludiques, aux bains de parole exprimés par les gens qui prennent soin de ce bébé, et qui constituent les fondements de cette communion, première forme de communication entre la mère et son bébé. Alors, il se trouve que si cette communication, pour des raisons diverses, cette communication entre la mère et le bébé n'a pas pu se mettre en place, et que le contact positif n'a pas eu lieu, l'enfant se protège dans une forme d'autothérapie et en manifestant des symptômes divers qui vont de tout l'éventail de symptômes qui concernent les grandes fonctions nécessaires à son développement. Alors j'évoque la faim, le sommeil, l'excitation continue, les pleurs incessants, autant de langage du corps, comme disait justement Madame Freud. Monsieur Feldman, du corps, les seuls à la disposition du bébé. Ce sont des dysfonctionnements qui nous sont familiers, car largement décrits dans les manuels de psychologie du développement de l'enfant et dans toutes les revues. Et puis aussi dans les demandes d'aide des parents qui tout de suite vous exposent la situation, il ne dort plus, il ne mange plus, enfin bref. Ces prises en charge présentent un double intérêt. Alors, quel est-il? Le premier intérêt, c'est de soulager rapidement le bébé en levant le malaise dont il est l'expression. N'oublions pas que nous sommes les derniers, le dernier recours après que la médecine allopathique est déclarée forfait. C'est-à-dire, très souvent, ce bébé, il est envoyé par le pédiatre. De plus en plus souvent, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, où le pédiatre pensait qu'il allait tout résoudre et se rendait compte que ça ne marchait pas. Donc nous sommes le dernier recours et nous sommes là pour prévenir les dysfonctionnements graves ultérieurs de son développement. Alors, mon propos résulte d'un questionnement qui date d'il y a longtemps, hein, et vraiment toutes mes interventions, tout ce que j'ai écrit se relève enfin de ce questionnement, c'est-à-dire que je vais exposer aujourd'hui à la faveur d'un cas clinique particulièrement lourd que j'ai eu à traiter, entre autres, hein, parce qu'ils sont toujours très, très difficiles. Quand on voit un bébé en souffrance et une mère désespérée de ne pas arriver à créer ce contact, on se rend compte à quel point la situation est insupportable et peut avoir des conséquences graves. Alors, quel serait donc le rôle spécifique du jeune enfant, du bébé, dans une relation pathogène entre sa mère et lui? Et comment définir ce qui se rejoue dans ce type de prise en charge commune de partenaires? Alors là, je ferai référence à une formule de Freud dans Malaise dans la civilisation. Je vous lis ça, voilà, ce texte. Il écrit « Rien de la vie psychique ne peut disparaître, tout est conservé d'une façon ou d'une autre
quelconque, et peut réapparaître dans certaines circonstances, par exemple au cours d'une régression suffisante. C'est cette formule-là qui me paraît très importante, parce que la régression suffisante, c'est celle de la mère. N'oublions pas que la maman... Alors, la régression suffisante, il faut une certaine dose de régression pour qu'une maman puisse s'adapter à son bébé. Tout le monde sait ça. Et moi, je parle de régression, au fond, massive. Je dirais que quand ça va vraiment mal, c'est plus une régression suffisante, c'est-à-dire une forme d'adaptation pour comprendre ce que ce bébé exprime, ce que toute mère à peu près normale ressent de façon spontanée, mais c'est une régression massive qui met la mère en grande difficulté et la renvoie au bébé qu'elle a été. À ce sujet, alors, régression massive et qui peut aller, comme l'évoque Winnicott, que tout le monde connaît, jusqu'à l'effondrement. Il écrit « La régression à la dépendance existe, celle qui est en rapport avec la faillite de l'environnement maternel à un stade primitif de l'individu, une régression qui peut aller jusqu'à l'effondrement. C'est souvent des mamans effondrées que je reçois. C'est bien une régression maternelle, expression d'un état dépressif infantile, parce que c'est ça qu'elle amène, c'est sa régression à elle et sa souffrance infantile dont il sera question dans le cas que je vais développer. Voilà, alors, où est-ce que c'est? Voilà. Alors, je vais vous parler d'Anna. Anna, c'est un bébé de 6 mois que je reçois avec sa mère sur la recommandation du pédiatre, alertée par les difficultés relationnelles qui angoissent la jeune mère et qui se dit littéralement dépassée. Elle parle d'Anna comme d'une enfant très éveillée, mais qui s'énerve facilement, ne trouve ni le calme ni le sommeil, elle se réveille 20 fois par nuit, enfin c'est intolérable, pleure sans discontinuer dès qu'on la pose. Alors donc la porter dans les bras tout le temps afin d'essayer de l'apaiser, ce qui ne marche pas vraiment. Lorsqu'elle la prend enfin, Anna refuse obstinément de la regarder et détourne la tête. Ce sont les mots de la maman. En outre, après 3 mois d'un allaitement chaotique où Anna n'arrivait pas à attraper le sein, elle avale, à propos du biberon, elle avale de travers lorsqu'elle prend son biberon. Et c'est éminemment anxiogène pour la maman. Elle évoque avec exaltation, toujours la mère, sa grossesse de rêve, vécue dans la béatitude et sans angoisse. Alors, bon, c'est déjà ça. On verra que ça n'est pas suffisant. Naissance à terme de ce bébé très attendu, car premier bébé de sa génération pour les 2 familles. Sans transition, la maman évoque le fait, et ça n'est pas rien, qu'elle a perdu ses parents à l'âge de 4 ans et demi dans un accident de voiture et qu'elle a été recueillie avec son frère âgé de 2 ans par une parente éloignée, célibataire et sans enfant. Une personne, finalement, qui a dépassé largement l'âge d'être mère. Elle a le sentiment d'avoir vécu très heureuse jusqu'au décès accidentel de ses parents, mais dit n'avoir gardé aucun souvenir, personne ne l'ayant jamais entretenu du passé, de sa vie passée, dont il ne reste que quelques vagues photos. Elle ne garde aucune impression de tristesse après ce drame et à ce propos exprime ainsi son incrédulité. Elle dit « Je ne peux pas croire que je n'ai rien ressenti ». Elle est vraiment perplexe. Que je n'ai pas été malheureuse lorsque cela s'est passé. Une espèce de vide, un refoulement probablement. C'est à la naissance d'Anna qu'elle a soudain réalisé le fait d'être sans sa mère et que pour la première fois, elle ne savait pas quoi faire, n'ayant personne à qui demander. Parce que la parente qui l'a élevée, elle l'appelle souvent, qu'elle a appelée maman, en fait aurait pu être sa grand-mère. Et n'avait eu aucune expérience d'enfant, de bébé, elle n'avait jamais été mère elle-même. Son père, le papa de cette jeune maman, était pilote de ligne. Il se trouve qu'elle aussi est pilote. Voilà, c'est quand même pas par hasard. Elle a, dit-elle, choisi d'exercer le même métier par passion. Bon, je demande si c'est vraiment de passion qu'il s'agit ou d'autre chose. Elle est consciente que son manque de père s'est trouvé compensé par la présence de ses collègues pilotes plus âgés qu'elle, qui, très protecteurs, lui ont servi de substitut paternel. Mais elle constate qu'en revanche, elle n'a pas trouvé de figure maternelle équivalente, sa mère adoptive étant, je vous l'ai déjà dit, pour elle plus proche d'une grand-mère que d'une mère. Ce constat du manque maternel la déroute et l'angoisse en permanence depuis la naissance d'Anna. Elle n'a pas de repère, elle ne sait pas vers qui se tourner, elle se sent très seule et très abandonnée. Pendant que la jeune femme évoque son passé, tout en l'écoutant avec attention, j'observe le comportement d'Anna qui est dans les bras de sa mère et qui ne cesse de sortiller. Je suis frappée par la discordance entre le regard perçant et très mûr de la fillette. Elle me regarde, moi, mais avec une attention tout à fait étonnante, et les gestes
désordonné et incessant, et qui déborde littéralement les capacités de sa mère à la contenir. Cet enfant, elle essaye d'échapper à sa mère, elle se tortille dans tous les sens, on sent que sa mère est très mal à l'aise. Je me demande même si elle se rend compte que ce bébé va lui échapper à un moment ou à un autre. Enfin, moi, j'y trouve un grand malaise. Alors, elle la tient face à moi de sorte qu'il n'y a aucun contact au niveau de leur regard, qui ne se croisent jamais. C'est la preuve même de ce qu'elle expliquait au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre elle et son bébé et que, au fond, la relation est inexistante. Ce qui me frappe d'emblée, c'est le fait qu'elle ne montre aucune adaptation au changement de position de son enfant, n'anticipe ni ne répond spontanément aux ébauches de mouvement. Enfin, ou bien elle la laisse, on a l'impression que la petite est libre de ce mouvement, va lui échapper totalement, ou bien elle la serre compulsivement, et je me dis, mais ça doit être horrible, c'est juste si elle peut respirer, ce bébé. Bon, voilà. Donc elle la serre compulsivement dans une position inconfortable, inadaptée pour un bébé de cet âge, bloquant ainsi l'enfant qui tente vivement de desserrer l'étreinte douloureuse que sa mère lui impose. De toute son énergie, Anna se tend en arrière dans une ultime tentative pour lui échapper. Entre cette maman et son bébé, toute communication, que ce soit par l'intermédiaire du regard, du jeu, enfin des gestes, de la parole, la maman ne s'adresse jamais à elle, elle me parle à moi comme si le bébé n'existait pas, est pratiquement inexistante, hormis peut-être dans ce corps à corps conflictuel qui semble les exténuer toutes les deux. Moi, j'éprouve un épuisement rien qu'à les observer. Il est clair que le comportement hyperactif d'Anna prend valeur de message, enfin pour moi. Entre elles, le malaise est tel qu'il provoque chez moi une grande tension, un désir. Alors ça, c'est très difficile à gérer. S'il y a des analystes ici qui ont la même fonction que celle que j'évoque, la mienne, c'est très difficile de tenir le coup. Et la tentation, c'est de prendre le bébé et de l'aider en fait à échapper à cette situation douloureuse. Tentation que j'ai du mal à contrôler et que la maman, elle doit la percevoir, puisque instinctivement, impulsivement, elle me donne le bébé à tenir. Voilà, elle me le passe. Alors je le prends, j'explique à Anna que bon, on va passer un petit moment ensemble, que ce n'est pas bien grave, que je la rendrai à sa mère. Je lui donne quelques paroles d'apaisement. Et la maman poursuit, pendant que cet enfant est dans mes bras. Je croyais être plus forte et pouvoir faire face. J'ai le sentiment de perdre pied. Je me le reproche et je n'admets pas et ne fait que me déprimer davantage. Alors elle dit, je suis inquiète pour Anna qui s'endort en fronçant le sourcil. Elle observe quand même pas si mal que ça et ne dort que par intermittence pendant une courte période pour se réveiller très agitée avec des hurlements difficiles à supporter. À ma question sur le papa d'Anna, papa que je rencontrerai lors d'une séance ultérieure avec la maman et Anna, elle le décrit comme très concerné par sa fille et soucieux des difficultés actuelles qu'il ressent lui aussi. Mais apparemment, même s'il compense un peu les difficultés maternelles, en tous les cas, ça n'est pas suffisant. À la naissance du papa d'Anna, alors je parle du papa d'Anna, sa mère à lui, la grand-mère paternelle d'Anna, a perdu sa propre mère. Inconsolable, elle n'avait que 20 ans quand le papa d'Anna est né. Elle est restée longtemps déprimée et sous traitement, incapable de s'occuper de son fils qu'elle a dû confier à une nourrice. Donc le papa, lui aussi, a souffert de quelque chose du manque, du côté maternel. La maman d'Anna décrit sa belle-mère comme peu fiable. Je vous passe les termes qu'elle emploie parce que ce sont des termes vraiment très violents. Peu fiable, pas rassurant et trop immature pour être une grand-mère acceptable. Elle lui prenait les vêtements de sa belle-fille, c'était vraiment totalement inadapté à sa position de grand-mère. Une grand-mère acceptable, selon ses propres propos. C'est une belle-mère qui se comporte de façon intrusive et fusionnelle avec sa petite fille, devenue. Alors, c'est selon les mots de la maman d'Anna, elle dit que sa petite fille, Anna, est devenue l'antidépresseur de la grand-mère. Voilà, elle la prend pour se calmer elle-même. La maman s'en sent très, très fragilisée dans son rôle de mère. Ouais, elle n'a aucun support de quelque côté que ce soit. Je me fais la réflexion que toutes les deux, mère et belle-mère, la maman d'Anna qui a perdu ses parents et la belle-mère, n'est-ce pas, projettent sur ce bébé la perte de leur propre mère et leur vécu d'abandon, et que Anna, chargée dès sa naissance d'une double mission, aura fort à faire. Bon, il n'y a plus de grand-mère du côté maternel, nous sommes d'accord. La grand-mère paternelle, elle est vraiment hors sujet et hors fonction, et cette maman n'a pas de repère du tout.
Elle poursuit sur le fait qu'Anna ne fait aucune différence entre sa mère et sa grand-mère. Elle dit « comme si je ne comptais pas plus qu'elle. Moi, je récolte les pleurs et les sourires, c'est pour les autres. Sa grand-mère, son père, la babysitter, n'importe qui. Mais comme mon métier est un métier à risque, c'est le moins qu'on puisse dire, elle est pilote, et pilote d'hélicoptère, hein, pas d'avion. Je me demande si je n'ai pas tout fait pour qu'elle ne s'attache pas trop à moi. » D'ailleurs, c'est une pilote d'hélicoptère qui fait partie des, comment dire, du sauvetage, vous savez, lors d'accidents. Enfin, voilà, elle va. Donc, on voit, et dans les cas d'accident, c'est peut-être pas par hasard, non plus. Hein, voilà. Hein. Je me demande si je n'ai pas tout fait pour qu'elle ne s'attache pas trop à moi, dit-elle, au cas où je viendrais à disparaître trop tôt, comme mes parents. Et soudain, alors que je joue avec Anna, une phrase de la jeune femme me fait sursauter. La phrase est la suivante. Elle dit, avec un geste comme ça, elle dit « La tête d'Anna, on dirait une tour de contrôle qui n'arrête pas de faire la circulaire. Anna tourne la tête tout le temps. » C'est ce que j'aurais effectivement noté. Anna ne s'arrête jamais. Alors s'impose à moi l'association des différents termes évoqués jusque-là à propos de son histoire. Alors, la disparition accidentelle de ses parents, pilote, tour de contrôle, tête d'Anna, autant de mots qui se conjuguent pour symboliser et donner un sens aux symptômes du bébé et à son agitation incontrôlable. M'adressant à Anna, qui me regarde fixement, je répète sur un ton interrogateur. « Anna, une tour de contrôle ?» La maman commente. « Oui. Elle tourne la tête sans arrêt de tous les côtés. On dirait toujours qu'elle cherche quelque chose. » Je ressens la mère comme médusée par ce qu'elle vient de s'entendre énoncer. C'est ça le côté très émouvant dans ces prises en charge. C'est le moment où une prise de conscience se fait, où le refoulement est dépassé et quelque chose advient. Hein, voilà, d'une prise de conscience du passé, une espèce de retour du refoulé. Alors elle paraît comme médusée par ce qu'elle vient de dire. Alors moi je pense, Anna ne s'applique-t-elle pas en des efforts désespérés à rester éveillée, à faire le guet pour scruter l'espace de son regard perçant et questionner ainsi, à la place de sa mère enfant, la disparition des parents de sa mère. Mais où sont-ils donc? Où ont-ils bien pu passer? Projection, s'il en est, de la mère sur son bébé, que cette tour de contrôle qui stigmatise son incrédulité et sa sidération lors du drame. Tour de contrôle ou tour du passe-passe? C'est une question que je me pose. Car comment contrôler un tel traumatisme lorsqu'on est si petite, autrement qu'en renonçant à accepter l'inacceptable et en refoulant tout simplement pour pouvoir survivre? Seule la répétition, être pilote, comme son père, lui a permis, en la sublimant, de dépasser la perte. C'est à minimum. Éprouver de la mort de ses parents, jamais symbolisée, qui se trouve réactivée par la naissance de son bébé dans cette proximité entre la vie et la mort. De la vie et de la mort. L'impasse relationnelle qu'elle vit avec Anna offre enfin à la jeune maman, à la jeune femme, l'opportunité d'interroger l'énigme de cette disparition jamais reprise en mots par... Ça, il faut que j'aille au bout, hein, impossible. Jamais reprise en mots, je tiendrai bon... reprise en mots, vous m'avez dit que je pouvais, hein, tout à l'heure. Oui, alors, jamais reprise en mots par les adultes pour elle et son frère. Son frère est passé par de gros épisodes dépressifs. Il n'en est toujours pas sorti, d'ailleurs. De quel fantasme, de quelle culpabilité un tel manque de parole peut-il être l'origine, ne laissant aucune chance au travail de deuil de se faire? Alors, la maman a repris spontanément Anna, qui, tout en la fixant, émet un profond soupir pour ponctuer ce qui vient de lui être révélé. C'est toujours impressionnant, ce moment où l'enfant a l'air de faire part de quelque chose qu'il ressent, tout simplement. C'est parce que s'il a compris, mais il ressent. Enfin apaisée, elle s'est endormie sur les genoux de sa mère qui la contemple avec émotion. Et elle dit « Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à mon père et à moi bébé », murmure-t-elle songeuse. Et moi, je ressemble de plus en plus à ma mère sur les photos, dans l'apparence, et écoutez bien, mais aussi dans la tonalité de la voix. Et je me dis, je reste confondue devant la rémémoration inattendue de cette voix qui s'exprime après 25 ans de silence, souvenir ou reconstruction. Comment peut-elle encore avoir la voix de sa mère? Voilà. Alors Anna, libérée du poids qu'à son corps défendant elle a restitué à sa mère, n'a plus désormais à assumer ce rôle exorbitant de révélateur de la souffrance maternelle. Oh ben, j'irai pas au bout là, non. Ça c'est sûr.
c'est pas possible. Bon, enfin, je vais continuer un petit peu. C'est parce que nous sommes en retard depuis. Ben oui, mais c'est pas de ma faute, ça. D'accord. Donc, elle peut enfin s'engager. Je vais sauter voilà. Enfin s'engager dans la reprise de son propre. Je suis sûre que vous aurez compris de toute façon. Il n'y a même pas besoin du reste. La reprise de son propre développement. Alors, par l'expression de ces symptômes, le bébé aura permis à sa mère de réactualiser un passé traumatique si bien enfoui jusque-là. Remise à jour par Anna de l'histoire infantile maternelle dont le fil avait été dramatiquement interrompu. À propos d'un cas, je veux juste exposer encore ce propos-là. À propos d'un cas similaire, je lui exposais lors d'une séance de supervision, Françoise Dolto avait ainsi commenté. Cette fillette a vampirisé tous les problèmes inconscients de sa mère. Elle est dans un acting out qui va permettre à sa mère d'évoluer vers son statut de femme et son rôle de mère qu'elle n'avait manifestement pas pu atteindre jusque-là. Qu'est-ce que l'acting out? Au sens psychanalytique du terme, ce serait le fait d'extérioriser ce qu'on est supposé avoir en soi. Il matérialise l'émergence du refoulé de la mère, sorte d'automatisme de répétition lié au plus essentiel de la présence du passé. Un passé que le bébé remet en acte par l'expression de son mal-être. Il y a une évidence du symptôme, à plus forte raison s'il est dans le corps, car comme l'écrit Françoise Dolto dans le truc inconscient du corps, je ne sais plus comment il débute. Là, l'image inconsciente du corps, excusez-moi. Le symptôme corporel, elle écrit, le symptôme corporel est fait pour être vu, mais aussi pour être entendu dans la mesure où chez le jeune enfant, il prend valeur de langage, le seul langage à portée d'enfant, à savoir celui du corps. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, n'est-ce pas? C'est ce que vous souhaitez? Encore 2 minutes, vous voulez? D'accord, ok. Alors, je vais dire que dans le contexte qui vient d'être exposé, celui d'une psychanalyse mère-bébé, être psychanalyste consiste à déchiffrer ce que l'enfant exprime par son malaise corporel, toujours la seule à sa disposition, pour comprendre ce qu'il répète et qui est destiné à ses parents, dans la mesure où, intuitivement, l'enfant remet en scène ce qu'il ressent de chaotique dans le lien qui l'unit à eux. En outre, à la naissance d'un sujet prend place dans une histoire qui ne débute pas avec lui, mais qui d'une certaine façon le précède et déterminera en partie son devenir. Le nouveau-né vient donc s'inscrire dans une donne familiale, je cite les Bovici, dont il hérite à la naissance et où lui sont assignés une place, un rôle qu'il incarnera sur la scène familiale. Il s'en trouve comme aliéné d'emblée. Il est porteur de toute cette histoire, de cette préhistoire familiale. D'autre part, à la naissance de l'enfant, la mère s'identifie très étroitement à son nourrisson, cette régression nécessaire, cette part régressive nécessaire de la mère pour se mettre à niveau de son bébé. Elle l'éprouve psychiquement comme une partie d'elle-même, ce qui nous permet d'avancer que le bébé est aussitôt pris dans l'inconscient maternel. Cette crise représente la maternalité, je cite Racamier, ravive et ramène avant tout les expériences de la mère à sa propre mère. La mère du bébé devient du coup en même temps l'enfant de sa propre mère. Pour ma part, dès la première séance, j'ai souvent été amenée à penser que j'avais affaire à 2 enfants en souffrance. Aussi, toujours pour citer Paul Racamier, l'inconscient, le passé et l'imaginaire de cette femme entrent-ils en force dans la relation actuelle de la mère à son nourrisson pour l'enrichir ou pour le compromettre. En effet, tous les conflits non résolus de sa personnalité, les ratés de son histoire, l'histoire maternelle, trouvent un lien où se projeter dans son propre bébé qui doit faire face sans défense à l'angoisse que cela suscite en lui. Il ne comprend rien, bien entendu, mais l'angoisse, il la ressent. Des messages qui prennent une valeur d'injonction auquel il ne peut pas échapper. Alors entre en jeu la complaisance somatique du bébé qui matérialise physiquement les projections fantasmatiques de sa mère. Or, en même temps, la cause et l'origine des troubles fonctionnels du bébé demeurent méconnues par les partenaires, les parents et les enfants. Ils sont en souffrance dans leur relation et le bébé lance par l'intermédiaire de son corps un message qui nécessite une traduction, des sous-titres, pour reprendre une expression de Caroline Eliachev.
Et je vais bientôt m'arrêter. Je voulais juste ajouter que le bébé et la mère souffrent car ils sont en carence d'interprétation. Cette souffrance prend une valeur d'interrogation. Elle questionne l'énigme de l'histoire maternelle ou paternelle que le bébé tente à sa manière de déchiffrer, ou tout cas qu'il permet au psychanalyste de déchiffrer. Et si c'est le dysfonctionnement de son bébé que la mère nous amène, très vite, à sa grande surprise, c'est d'elle qu'il va être question. Le corps du bébé qui agit l'inconscient maternel joue alors le rôle de révélateur en introduisant le passé traumatique de sa mère dans la séance. Et ce surgissement du refoulé maternel, verbalisé par elle, est soutenu par l'écoute empathique du psychanalyste, soulage l'angoisse du bébé. Alors, je voulais juste conclure. Oui, le rôle du psychanalyste, quel est-il dans cette fonction, dans ce type de prise en charge? Il serait de s'interposer entre la mère et le bébé pour recevoir à la place de l'enfant les projections des angoisses mortifères, des angoisses infantiles de la mère. C'est-à-dire que c'est lui qui les reçoit à la place du bébé, d'où le soulagement du bébé qui s'endort en général assez vite, immédiatement. C'est toujours un moment extrêmement bouleversant. Voilà. Alors, juste encore un mot. Dans son séminaire pratique des troubles relationnels précoces auquel j'ai eu le privilège de participer, François de Lauton interroge ainsi son rôle de psychanalyste dans une prise en charge conjointe mère-bébé. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'un enfant a attendu de son histoire d'une manière ou d'une autre et ce qu'il a éprouvé et refoulé sans que cela ait été parlé? C'est le bébé qui, par son mal-être, provoque sa mère pour qu'elle le revive et que ça puisse enfin être symbolisé. Qu'on nomme ce qui était déjà inscrit, refoulé dans l'inconscient maternel. D'un certain point de vue, et on peut avancer que l'enfant sait et attend que la nomination de cet éprouvé de la mère ait lieu dans la séance. Éprouvé de la mère, projeté sur son bébé qui en est devenu le dépositaire. Alors, je vais conclure. Je ne sais plus comment, je ne sais pas où. Alors oui, j'aime bien cette formule que j'ai trouvée pour... voilà. Pour ce qui me concerne, identifier un moment au malaise du bébé, qui met en scène la détresse infantile maternelle projetée sur lui, il me faut me rassembler pour dépasser ma propre régression. Moi aussi, je régresse, pour ressentir ce que le bébé ressent, ce que le bébé dans la mère ressent. Enfin voilà, on est au moins 3 bébés en relation les uns avec les autres, et leur fournir à tous les deux un appui suffisant pour relancer la dynamique relationnelle. Être un analyste, je dis, à géométrie variable. Alors ça, évidemment, c'est le coup d'œil à ce que géométrie variable, l'aile, je ne sais plus comment, l'aileron de l'avion, enfin, voilà, à géométrie variable, métaphore du contexte aérodynamique omniprésent dans le cas d'Anna. Un analyse capable d'osciller entre les différentes identifications qui s'imposent à lui pendant la séance. Alors, je répète, identification au bébé, identification à sa mère, au bébé que sa mère a été, au bébé en lui analyse, ce que je ressens en tant que bébé, de ce que vit le bébé tel que je le vois, voilà, tout en veillant à ne pas s'y perdre. Je crois que je vais m'arrêter là, ça suffit. Voilà. Madame Buzyn a oublié de parler de son livre, là, qui est sur l'écran. Il est là depuis tout à l'heure. C'est un peu de ça qu'il s'agit, pas uniquement, mais un peu. Comment ? C'est pas uniquement de mon propos qu'il s'agit, mais il y a des cas cliniques. Est-ce que vous voulez 5 minutes de pause ? Oui, allez, à tout à l'heure.